dans cette salle de conférence de l'établissement public de santé Barthélemy-Durand, qui est notre partenaire sur cet accueil des dernières conférences de l'année 2022-2023. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Delphine Papin. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes responsable du service infographie du Monde et vous allez nous parler de la guerre et de la cartographie de la guerre. Je voulais juste vous remercier pour cette belle saison qu'on a eu le plaisir de partager avec vous sur les conférences. On a eu une belle année, très riche, on a fini très bien ce soir aussi. Vous dire aussi que notre libraire partenaire Pauline a quelques livres aussi dans l'entrée comme vous avez pu le voir. Et puis je vais passer la parole à Philippe qui va vous parler du reste de l'année et je souhaite une très bonne soirée. Merci. Donc ce soir on a le plaisir d'accueillir Delphine Papin, que j'ai eu la chance de rencontrer au rencontre de l'histoire de Blois. Delphine Papin est géographe de formation. Vous avez fait un docteur en géographie et cartographie, si j'ai bien compris le titre. En fait, vous avez fait beaucoup de géopolitique et vous intéressez beaucoup à la géopolitique. Vous avez un grand nombre d'activités, vous avez une semaine démentielle entre les interviews, la chronique sur France Culture, les événements qui se passent, etc. Donc c'était vraiment très bousculé et venir à étendre, ce qui n'est pas non plus une mince affaire pour terminer la semaine. J'espère que vous pourrez vous reposer pendant le week-end. Vous avez eu le prix Georges Erhardt pour votre... Non, je ne veux pas débrancher. Pour votre atlas des frontières, que j'avais lu à Blois, donc vous intervenez beaucoup dans les médias, beaucoup à la télé. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de chaînes de YouTube, souvent. Et donc vous faites aussi des conférences, et vous avez la gentillesse de venir aujourd'hui, et vous allez nous parler de cartographie des guerres, avec un point d'interrogation, puisque comme ça s'appelle la question, il nous faut un point d'interrogation. Donc je vous laisse la parole, parce que je n'ai pas besoin de parler beaucoup plus. Je parlerai du programme à venir à la fin. Donc on aura une conférence, je ne sais pas combien de temps vous voulez parler. C'est comme vous voulez. Et puis on aura un débat avec la salle. Les gens posent des questions, puis après on peut dédicacer. Merci. Bon, alors bonsoir. Donc quand j'ai été invitée ici, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais vous raconter à la fois la guerre en Russie, la guerre en Ukraine et la guerre en général, sans être absolument la grande spécialiste de la Russie. Donc il fallait que je fasse attention parce qu'il ne fallait pas que vous vous attendiez à ce que je sois quelqu'un qui peut répondre très précisément à je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine et mon métier c'est un métier de cartographe. Donc je me suis dit je vais mêler à la fois qu'est-ce que c'est que le métier de cartographe, qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste et cartographe, et qu'est-ce que c'est que d'avoir à cartographier la guerre en temps réel, c'est-à-dire quand on est cartographe dans un journal comme Le Monde, où on est quand même assez lu et assez regardé, comment est-ce qu'on fait pour pendant une nuit être appelé par le directeur de la rédaction en disant tu reviens parce qu'ils ont passé la frontière. Donc je me suis dit, je vais à la fois vous expliquer ce que c'est que le métier de cartographe et à la fois ce que c'est que le métier de cartographe dans la guerre. Alors la première chose que je me suis dit, c'est que si je devais raconter qu'est-ce que c'est que d'être cartographe, et bien peut-être qu'il fallait que je commence par vous dire que les 3-4 dernières années ont été un espèce de feu d'artifice pour mon service. Alors le service infographie du Monde, il est composé de entre 15 et 18 personnes. C'est le plus gros service cartographie de la presse française. Si on prend des comparatifs, Libé, ils sont 2 ou 3, les Échos, ils sont 7-8 je crois, et puis le Figaro, sans doute à peu près une dizaine. Donc moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un très large service avec des gens qui savent à la fois faire des cartes, à la fois dessiner, et j'ai aussi une équipe de chercheurs qui cherchent la donnée, parce que comme tout ça va très vite, on travaille tous ensemble pour faire les choses. Et
Et on s'aperçoit que les Français, ils sont les Français, peut-être au-delà, en tout cas je peux parler de ce que je sais, sont très friands de cartes et que on a eu, c'est donc ce que je commençais par dire, ces 3 ou 4 dernières années, des grands moments de cartographie, puisque si on reprend le moment du Covid, où on était tous chez nous, on attendait avec impatience cette image-là pour savoir si on était en feu rouge, feu orange ou feu vert, à savoir si on avait le droit ou pas de sortir selon notre département et selon la circulation du Covid. Et donc on avait un Premier ministre qui était devenu cartographe, et toutes les semaines on attendait ce rendez-vous. Donc dans la tête des Français, vous n'aviez pas besoin d'autres éléments, vous savez parfaitement lire cette carte, c'était la météo du Covid, et elle vous a imprégné sur ce moment-là. Ensuite, il y a un deuxième moment fort, c'est les 4 tours d'élection qu'on a eu, les 4 élections qu'on a eues. On a eu les municipales. Vous vous souvenez juste au moment où on faisait le confinement, premier week-end du confinement. Nous, on a fait cette élection, si vous voulez, dans un second temps pour en parler, on a fait cette élection en même temps qu'on confinait tout le service. Donc on n'était plus que 2 dans le service, à distance, chacun dans une autre pièce, pour rendre compte des élections, et on a réussi à sortir quand même un cahier résultat le lendemain des municipales, du premier tour des municipales. Et ensuite, on a eu cette carte, on a eu tous les autres moments, à savoir les régionales, puis la présidentielle, puis la législative. Et là, phénomène que peut-être certains d'entre vous vivent, eh bien, en général, vous avez envie de savoir ce qui se passe à l'échelle de votre région, à l'échelle de votre département, mais aussi à l'échelle de votre commune, voire même aujourd'hui, parce qu'on a le détail, à l'échelle de votre bureau de vote. Donc pour mon service, c'est un énorme travail, ça se prépare pour une élection présidentielle, on prépare ça un an à l'avance pour pouvoir être sûr de pouvoir fabriquer ces cartes pendant la nuit, et on n'a que quelques heures pour les fabriquer. Donc c'est un autre rendez-vous cartographique qu'on a avec les Français à chaque moment électoral, parce que vous avez cette envie de savoir ce que a voté même votre maison de campagne ou votre arrondissement d'enfance. Et on a tous cette envie, dès qu'on a un cahier résultat, d'aller regarder, au fait, qu'est-ce qui... Ah tiens, ça a voté ça, ça a changé, c'est un commentaire, et on s'approprie. Pourquoi je raconte ça? Parce que ça veut dire qu'à travers la cartographie, vous vous appropriez votre territoire. Donc ça, c'est le deuxième moment fort qu'on peut se raconter, où on a été un petit peu utile. Et puis le troisième moment fort, c'est celui-là. C'est celui où, sur toutes les chaînes d'information, vous avez en continu le territoire ukrainien. On connaît, c'est mieux cartographier l'Ukraine maintenant que la Belgique. Et on a, quand on vous dit Kherson, vous savez regarder. Quand on vous dit Bakhmout, vous savez regarder. Zaporizhzhia aussi. Donc, la carte, c'est quelque chose qui est que peut-être vous n'avez pas conscience, mais que vous voyez très quotidiennement. Alors, si maintenant on passe, ça c'était pour vous convaincre, et maintenant si on passe à cette question de comment on cartographie la guerre, alors il faut savoir que moi je suis au journal depuis 2009, quelque chose comme ça, et donc j'ai eu, entre guillemets, à cartographier tout le printemps arabe. Donc j'ai passé beaucoup de temps à cartographier la Libye, cartographier la Syrie, cartographier les dominos des révolutions arabes. Et la manière dont on cartographiait, dont on racontait les histoires cartographiques il y a 10 ans, 10 ans à peu près, 12 ans, eh bien ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que d'abord, à mesure qu'on vous montre des cartes, les lecteurs et les citoyens acquièrent des compétences cartographiques, donc ils deviennent exigeants. On ne peut pas leur raconter n'importe quoi.
On ne peut pas mettre n'importe quelle couleur sans avoir un commentaire. On ne peut pas avoir 2 ou 3 daltoniens qui vous disent j'en ai marre de vos cartes, je ne vois pas la différence entre les couleurs. Donc vous avez une exigence sur la carte qu'on avait peut-être un peu moins avant. Et la manière dont on a eu la grande révolution que de notre côté on a connue, c'est l'accès à des outils auxquels on n'avait pas accès jusqu'à maintenant. C'est-à-dire si on reprend le cas de la Syrie, c'est un conflit dont on a eu du mal à comprendre les acteurs au démarrage. Là maintenant vous les connaissez parfaitement, mais à l'époque, quand on parlait de la Syrie, il fallait déjà comprendre qu'il y avait des musulmans chiites, des musulmans sunnites, qu'il y avait des alaouites qui étaient chiites aussi, qui étaient une branche, qu'il y avait un nouvel acteur qui se disait organisation État islamique, et des Kurdes qui étaient un peuple mais qui n'étaient pas une religion. Donc il y a eu tout ça à absorber, et tout le travail que moi j'ai eu à faire à ce moment-là, c'était un travail pédagogique sur les acteurs. Et assez long, c'est-à-dire il fallait savoir où ils étaient, ce qu'ils voulaient, comprendre leur logique territoriale, leur logique de défense territoriale, sur quels étaient les territoires sur lesquels ils avaient un sentiment d'appartenance plus fort qu'à un autre. Il fallait comprendre qu'il y avait du désert, il fallait comprendre qu'il y avait la majorité de la population qui se concentrait à un seul endroit. Donc, enfin pas un seul endroit, mais dans une bande qui n'était pas tout le territoire syrien. Donc il faut faire attention quand on raconte des histoires de cartes. Quand c'est du désert, il faut indiquer que c'est du désert. Si vous mettez que dans le désert tout appartient à l'État islamique, on a l'impression qu'ils ont 90% du territoire, mais ils ont 90% du territoire qui est désertique. Donc tout ça, ça se travaille. Donc quand on a commencé à travailler sur le conflit syrien, on n'avait pas accès à ce territoire-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on envoie des journalistes en Syrie, eh bien, comme l'État syrien n'avait pas du tout envie que des journalistes français qui allaient mettre leur nez dans leurs affaires, donc ils interdisaient le territoire aux journalistes, ou sinon ils leur disaient si vous pouvez venir, mais on vous accompagnera parce que c'est dangereux pour vous. Donc évidemment, ça, c'est plus du journalisme, c'est de la publicité pour le... Donc, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le terrain. Et parallèlement à ça, on n'avait pas non plus beaucoup accès aux réseaux sociaux. C'est le démarrage des réseaux sociaux. On dit que ces révolutions arabes, elles sont nées de Facebook, etc. Donc on avait des informations sur les réseaux sociaux, mais sur lesquelles on ne savait pas encore bien s'appuyer. Aujourd'hui, il y a des comptes qui sont des comptes qui ne sont pas des comptes de journalistes, mais qui sont fiables. Et donc on sait suivre des comptes Twitter de telle personnalité ou de telle ONG, etc. Quand a éclaté la guerre en Syrie, on n'avait pas, on se servait des réseaux sociaux, mais c'était très nouveau. On ne savait pas si on pouvait faire confiance, pas faire confiance, il fallait être trop touché. Et on n'avait pas beaucoup de gens sur le terrain. Voire on n'en avait pas du tout. Nous, on a envoyé un journaliste qui s'appelle Jean-Philippe Rémy, qui est parti avec le photographe Laurent Van der Stock, et quand ils sont arrivés, ils sont passés de manière illégale, puisqu'ils n'avaient pas l'accord du gouvernement de Bachar el-Assad, ils sont arrivés sur ce territoire-là de manière illégale, et ils ont été... ils avaient des relations avec les rebelles du pouvoir, les rebelles contre le pouvoir. Et ils devaient partir 3 jours, il n'y avait aucun journaliste occidental sur place, et ils sont restés, je crois, quelque chose comme 2 mois, parce qu'on n'a pas réussi tout de suite à les exfiltrer. Ils sont restés dans Damas. Nous, quand ils sont revenus, les grands reporters du journal Le Monde, en général, ils ont la gentillesse de venir assez rapidement au service cartographie et infographie pour nous raconter qu'est-ce qu'ils ont vu, perçu sur le terrain. Et donc ça, c'était précieux parce qu'on n'avait pas d'yeux sur place pour voir ce qui se passait, pour essayer de dessiner les contours de certaines zones. Et à Damas, comme ils sont restés longtemps, qu'ils ont pu se promener aussi à Damas, ils nous ont raconté des choses. Et donc on a réussi à faire avec eux la première carte, ni le Washington Post,
ni le New York Times n'avaient cette information-là, sur les quartiers qui étaient tenus soit par le pouvoir, soit par les rebelles. Et donc ça c'était intéressant parce que si je vous raconte l'anecdote que j'aime bien raconter, je raconte souvent ça à Jean-Philippe Rémy qui me dit « Ah bon, je t'ai dit ça ?» Alors, donc en fait on se met autour de la table et on met des cartes papier. J'avais sorti une carte de Damas et je lui dis est-ce que tu peux me dire ici, alors ça je sais que c'est tenu par le gouvernement, ça je sais que c'est un rond-point stratégique parce qu'on a un bâti qui est deux petites maisons, donc on sait que le pouvoir s'y rend pas parce que c'est difficile à contrôler, et puis là c'est des grandes artères et ça, comme il y a des chars qui peuvent passer, voilà. Donc il y a des informations comme ça que je pouvais avoir. Et puis lui, il me racontait des choses beaucoup plus fines sur le terrain, et à un moment donné, il se tourne vers Laurent Van der Stock et il lui dit « Mais attends, là, c'était occupé par qui? Par le pouvoir ou pas par le pouvoir ?» Et il fait « Mais si, c'était par le pouvoir, ce quartier-là. On a mangé des glaces. » Je lui dis « C'est quoi le rapport ?» Il me dit « Si on a mangé des glaces, c'est qu'il y avait un congélateur. S'il y avait un congélateur, c'est qu'il y avait de l'électricité. S'il y avait de l'électricité, c'est que c'était encore tenu par le pouvoir. » Donc vous imaginez sur quoi tiennent mes cartes. Mais c'est comme ça qu'on a pu réussir à rendre compte de cette cartographie de Damas qui était à cette époque-là très très fine. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est pas du tout la même chose. Mais alors, rien à voir. D'abord, sur les acteurs, on n'est pas sur chiites, sunnites, État islamique, Kurdistan, etc. C'est simple. On a la Russie, l'OTAN. Vous les avez tous appris dans vos livres d'histoire. C'est pas tout à fait les mêmes, mais n'empêche que j'ai pas à vous raconter ce que c'est que l'OTAN. Si on vous l'a dit une fois, c'est bon. Voilà. Et il y a un pays qui est la Russie, qui est bien connu, avec Vladimir Poutine qui est en place depuis très longtemps. Donc on n'a pas, j'ai pas des cartes d'acteurs à raconter. Donc il a fallu que je raconte plutôt ce territoire ukrainien. Alors la première carte que je vais vous montrer, c'est la carte qu'on a faite pendant la nuit de l'invasion. Donc ça s'appelle l'ordre de bataille de Vladimir Poutine. Donc ça, vous voyez, elle est datée du 24 février et les troupes russes arrivent la veille. Et donc, pour être tout à fait honnête, si ça ne sort pas de cette salle, moi j'ai quelques heures d'avance sur vous. Mais alors quelques heures, c'est-à-dire que j'ai pas 3 semaines d'avance sur vous, sur la compréhension de ce que c'est que l'Ukraine et à quoi ressemble ce pays. Je sais, parce que je suis pas nulle en géo, que Kiev est la capitale, je sais qu'il y a un fleuve qui s'appelle le Dniepr, mais au-delà de ça, je sais absolument pas s'il y a de la montagne, je sais qu'il y a les Carpates, mais je me souviens pas si les Carpates, elles sont très élevées, parce que comme il y a la Moldavie entre les deux, je me rends pas compte. Et je ne sais pas s'il y a de la montagne de ce côté-là ou s'il n'y en a pas. Donc c'est important quand vous rentrez sur un territoire et que vous pensez conflit, de savoir qu'est-ce qu'il y a au sol. Est-ce que c'est difficile de passer ou est-ce que c'est pas difficile de passer? Bon, voilà. Très rapidement, j'apprends que c'est plat comme la table et qu'effectivement, c'est aisé de traverser cette frontière russo-ukrainienne. Quand on nous demande de venir, on avait compris qu'il se passait quelque chose parce qu'il y avait un cartographe américain qui avait repéré au milieu de la nuit, il regardait la frontière russo-ukrainienne et il voit qu'il y a un embouteillage, genre Waze, la version Waze locale, et il voit qu'il y a un embouteillage quelque part. Et cet embouteillage, en fait, c'est des voitures de Russes qui sont massées derrière des chars russes qui bloquent la circulation. Donc eux, ils ont leur GPS, pas les chars, c'est pas les chars qui avaient leur GPS, mais c'était les... Et donc on voyait, pendant la nuit, on a vu qu'effectivement, il y avait une colonne sur une colonne qui était des voitures, en fait, de Russes qui n'arrivaient pas à avancer. Donc on nous appelle pour nous dire que si, ça commence. Et là, nous, on avait cartographié quand même les jours qui précédaient. On avait commencé à cartographier l'exercice militaire qu'ils avaient fait, donc on savait où les forces étaient positionnées. Donc, tout ce qui était en gris, là, les petits points, c'était les forces qui étaient positionnées la veille et qu'on n'a pas retrouvées après.
C'est-à-dire quand on a regardé les images satellites, on ne les a pas retrouvées après. Ensuite, on avait notre correspondante en Turquie, qui elle habite Istanbul et qui nous a raconté qu'elle a vu des bâtiments militaires russes passer le Bosphore. Donc là, on avait une deuxième information qui était qu'il fallait cartographier le Bosphore. Pourquoi est-ce qu'ils passent le Bosphore? Parce que les Russes ont une base à Tartous, en Syrie. Et donc, c'est leur accès à la mer chaude. C'est pour ça qu'ils ont soutenu Bachar el-Assad, parce qu'ils ont ces deux bases, et que si ça change de pouvoir, eh bien, probablement ils auront plus accès aux mers chaudes, en tout cas à la Méditerranée. Donc ça a été très efficace, parce qu'ils ont fait partir les bateaux d'ici, et on les a vus passer par le détroit du Bosphore. Quand on a décidé de cartographier les choses, on a eu aussi comme information tous les endroits où il y a eu un impact pendant la nuit, puisqu'ils ont cloué au sol, vous vous souvenez, tous les avions. Voilà. Donc cette information-là, on l'a eue, et je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on a cette information-là, aussi rapidement. Et donc on a pu essayer de raconter ce qui se passait à la fois dans les airs, en mer, sur terre, etc. etc. Et ça, c'est une carte qu'on fait, où on était, je pense, 4 ou 5 dans la nuit à la faire, entre celui qui cherche, celui qui vérifie, celui qui appelle la correspondante en Turquie, celui qui décide, et celui qui invente une charte graphique. Alors ça aussi, ça paraît anodin, mais en fait, ça fait très longtemps que moi, j'avais pas fait de guerre de territoire. Parce que toutes les guerres que j'ai eu à faire, d'abord, c'était pas... toutes les guerres que j'ai cartographiées depuis 10 ans, c'est des guerres civiles. C'est pas un pays qui envahissait un autre pays. Donc quand vous faites un pays qui envahit un autre pays, déjà, il faut faire des flèches, et des flèches d'offensive, des flèches de contre-offensive. Là, on essayait de montrer, voilà, 1, 2, 3, 4, les 4 grandes zones de grande offensive qu'il y a eu. Et cette flèche-là, qui paraît toute bête, et ben en fait, on l'a pensée pendant la nuit. Et pour la penser, je me suis dit, attends, comment on fait des flèches d'avancée de troupes On a été rechercher dans les fonds de la BNF, auxquels on a accès par Internet maintenant, les cartes de 1870 ou les cartes de 1914. Les cartographes, ils étaient formidables et ils avaient 12 pictos, 150 pictos à leur disposition. Un picto, c'est une petite flèche ou un petit point, etc. pour raconter des mouvements de troupes. Et ça c'est tout bête, mais pendant la nuit, moi, je me disais, mais attends, comment on fait une offensive? Là c'est une flèche, est-ce que ça va parler aux gens? Est-ce que ça fait une flèche où on a l'impression qu'on avance facilement, alors que c'est pas aussi vrai que ça? Et puis après, on avait du flou, parce qu'on savait pas jusqu'où ils allaient avancer, on savait qu'ils allaient avancer pendant la nuit. Et donc, cette première carte, elle nous rappelle qu'il faut réutiliser tous les codes de la guerre classique. Et les dernières guerres que j'ai eu à cartographier, c'est par exemple le Yémen. C'est de la guerre avec du drone. On ne sait pas ce qu'il y a au sol, ils pilonnent, donc on met que des impacts. Il n'y a pas de flèches, il n'y a pas de troupes qui rentrent au Yémen. Il y a des zones qui sont presque tenues, des zones potentiellement tenues, des zones où on pense que potentiellement c'est presque potentiellement tenu. Enfin, c'est que ça, c'est beaucoup d'à peu près. Là, on est face à un conflit où on a à la fois des satellites, à la fois des radars, à la fois un réseau Internet qui marche aussi bien qu'en France. Donc les informations, on en a trop. C'est presque, on a trop d'informations sur le territoire, et on est en capacité de pratiquement voir ce qui se passe en temps réel. C'est-à-dire qu'on cartographie, c'est pour ça qu'au début j'ai appelé la conférence on cartographie la guerre en temps réel, parce que ça n'a rien à voir avec la Syrie, où on rendait compte du conflit syrien avec un décalage de plusieurs jours en fonction de ce qu'on avait compris comme information, qu'il fallait la recouper, etc. Alors que là, on a des yeux et dans le ciel, et puis vous êtes... c'est un conflit, vous regardez, la Pologne, vous y êtes peut-être allé en week-end récemment, la Roumanie aussi, la Turquie, vous allez peut-être y aller en vacances cet été. C'est des pays qui sont extrêmement accessibles. Donc quand vous allez en Ukraine aujourd'hui, sans dire que c'est un métier facile, les grands reporters du journal, nous on en a eu 4 à disposition sur place pendant à peu près, je pense, 5 ou 6 mois.
Et on l'avait accompagné de 4 photographes. Ça veut dire que le journal Le Monde a envoyé 8 personnes en permanence qui se sont reliées, ça n'a pas toujours été les mêmes, tous les 15 jours à peu près. Et donc, ça veut dire que vous rentrez et que vous sortez, ce qui n'était pas le cas si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur la Syrie. L'exfiltration, c'était pas du tout pareil. Et si le journal Le Monde envoie, vous avez aussi BFM TV, vous avez aussi Le Figaro, vous avez aussi le New York Times, vous avez aussi le Berliner et le Guardian, etc. Donc c'est une guerre qui est ultra couverte. Où l'information, quand j'appelle les grands reporters qui sont sur place, on a un groupe WhatsApp. C'est pas difficile, c'est pas la Syrie où j'ai pas le droit de téléphoner parce que je fasse attention à ne pas être repéré. Donc on n'est pas du tout sur le même type de conflit. Alors ça, c'est une infographie qu'on a trouvée intéressante. C'était au moment où en fait on essayait de raconter l'élargissement de l'OTAN. Et puisque on essayait de raconter le discours de Vladimir Poutine qui dans son esprit très cartographique d'ailleurs, parce qu'il parle toujours avec des références de territoire, etc. C'est facile de suivre. Et d'ailleurs, tout ce qu'il avait annoncé, il a été très honnête, il l'a fait. Et donc, on essayait de raconter en temporalité les pays de l'OTAN depuis leur création. Donc, on a 49, ça c'est les États, on voit que la RDA au début et la RFA sont séparés. Et puis, après, rentrent dans l'OTAN tous les deux, et puis on voit effectivement qu'il y a des pays, avec la chute de l'Union soviétique, qui font le choix de l'OTAN. Et puis en jaune, on a essayé de mettre les États pressentis pour devenir membres de l'OTAN, pour faire les demandes pour entrer dans l'OTAN. Donc l'idée là, c'était de raconter, à la fois d'avoir une carte qui permet de montrer l'avancée de l'OTAN, puisque c'est ça que Vladimir Poutine remettait en cause en disant que c'était une avancée et que pour beaucoup c'était oui, mais c'est vrai que l'OTAN a trop avancé vers l'Est. Mais c'était aussi l'occasion de raconter dans un papier que cette avancée, elle ne s'est pas faite avec des chars, mais qu'elle s'est faite avec une adhésion, ce qui change un peu la donne. Là, on est rentré dans plus de détails, ça arrive dans un second temps. Un mois de guerre, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Un mois après l'invasion, les fronts se sont figés et un échec militaire de Moscou peut s'envisager. Donc là, on voit encore que les troupes, elles arrivent jusqu'à Kiev, et on a une nouvelle capacité de cartographier les choses par rapport à la Syrie, qui est que, en fait, on s'est dit qu'il y a une différence entre tenir une route et tenir un espace. Donc on est passé. On ne voulait pas mettre tout ça en rouge. En tout cas, les cartes, ça dépend de la place qu'on a. Là, on a une pleine page, donc on peut le faire. Mais de montrer qu'en fait, c'est ces routes-là qui tiennent. Et quand vous tenez la route, ça ne veut pas dire que vous tenez les villages qui sont à l'intérieur, parce que vous ne pouvez pas être partout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes là, et qu'il y a un checkpoint là, et ici, vous la tenez. Donc, on a décidé de montrer ça. Puis, on a aussi décidé, parce qu'on avait compris que le réseau ferroviaire ukrainien jouait toujours son rôle, et il le joue encore aujourd'hui. C'est quelque chose où je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas été détruit très rapidement? Alors ça n'a pas été détruit parce qu'on explique que les Russes pensaient s'en emparer et eux après filer comme ça. Donc pour l'instant personne le détruit vraiment parce que tout le monde veut jouer avec. Et donc on a décidé de le mettre bien en valeur comme un aspect stratégique pour comprendre ce territoire. Et dans le journal, nous, on a une façon de cartographier les choses qui est un peu différente, par exemple, des Américains. C'est-à-dire que la cartographie française, elle a sa petite originalité, c'est qu'on cartographie aussi, on cartographie pas que du quantitatif, on essaie aussi de mettre en valeur des données qualitatives. Ça veut pas dire qu'on a une meilleure qualité, mais ça veut dire que c'est pas que des données scientifiques. Et que pour moi, c'est toujours important de raconter comment on se raconte un territoire. Et que finalement, ce n'est pas toujours l'objectivité qui prime, mais la subjectivité compte beaucoup.
C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine décide d'aller en Ukraine, il y a autant d'éléments objectifs que subjectifs dans son discours pour pouvoir justifier qu'il part de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle en géopolitique une représentation, la manière dont on se raconte son histoire et dont on raconte celle de ses voisins. En gros, je dis des fois ça à mon service, je dis voilà, finalement, quand il y a la guerre entre un village A et un village B, des fois on arrive et on a 100 morts qu'on ramasse. Voilà, on sait, l'histoire a dit qu'il y a eu 100 corps, Estelle raconte qu'il y a eu 100 corps, mais le village A raconte qu'il y en a eu 1000, le village B raconte qu'il y en a eu 10. Et bien c'est important de raconter, ou en tout cas d'analyser, pourquoi le village A se raconte et raconte à ses enfants et à ses petits-enfants qu'il y a eu 1000 morts, donc ça veut dire que c'est un truc très important, et puis que le village B lui raconte qu'il n'y en a eu que 10. On sait qu'il y en a eu 100, mais si on ne prend pas en compte le discours de la manière dont on se raconte le territoire, ben en fait on passe à côté de beaucoup de conflits. Donc c'est pour ça que je leur dis toujours attention, c'est pas parce qu'on a les statistiques de la Banque mondiale qu'on comprend si tel pays va s'énerver contre tel autre ou si il va y avoir une guerre civile à l'intérieur. Donc il faut aller au-delà de ça et il faut essayer d'aller chercher la bonne donnée qui va permettre aux gens de comprendre la complexité d'un territoire et que rien n'est simple. Donc on va raconter des histoires cartographiques. Et pour ça, je leur donne souvent l'exemple du conflit israélo-palestinien, où finalement, les gens ne se battent pas pour de l'espace, pas la conquête de l'espace, mais ils se battent pour du territoire, c'est-à-dire pour le sentiment qu'on met dessus. Si vous prenez l'esplanade des mosquées, et puis le mur des lamentations, c'est grand comme la place de la Concorde à Paris. Pas dire que ce soit... voilà. Mais chacun y a mis évidemment son cœur, son âme, ses ressorts religieux, son histoire, etc. Donc ça c'est très important parce que ça veut dire qu'on va étudier en cartographie et on va essayer de trouver des données qui sont subjectives et pas que les données chiffrées, encore une fois, de l'INSEE, etc., etc. Donc c'est pour ça que quand je fais des cartes avec mon service, je mets, vous allez voir souvent les légendes, elles sont avec 3 petits points de suspension. Parce que je veux raconter une histoire. Je veux raconter une histoire et je ne veux pas vous mettre juste un chiffre et vous dire, ben voilà, la guerre en Ukraine, en gros, ça pète ici, ça explose là, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait fait, malgré le pilonnage de villes et de sites stratégiques, l'armée russe n'a conquis qu'une seule ville majeure en un mois, qui était Kherson à l'époque. L'Ukraine contient l'avancée russe et garde la maîtrise du réseau ferroviaire, mais perd le contrôle de sa façade maritime. Et à chaque fois, j'essaie de vous mettre les pictos qui vont avec ce morceau de légende. Et donc ça, c'est un peu notre marque de fabrique, parce que quand j'ai passé quelques jours, il y a quelques années maintenant, au New York Times, et je leur avais montré nos cartes. J'étais très fière. Ils faisaient des trucs exceptionnels, donc j'étais surtout très fière et surtout très admirative de leur boulot. Et il leur avait montré une carte de la perception d'Israël dans ses frontières. Est-ce que Israël avait le sentiment qu'elle était en sécurité? Quel était son sentiment de sécurité ou d'insécurité par rapport à ses voisins? Et on voyait qu'en fait, elle était, alors c'était il y a peut-être une dizaine d'années, mais elle était assez sécure en fait avec ses voisins. C'était plutôt la problématique, elle était intérieure, elle n'était pas extérieure. Et donc j'avais colorié les frontières en fonction du degré d'anxiété qu'elles pouvaient avoir. Et donc les journalistes du New York Times ils me disent ça va pas, tu ne peux pas cartographier un sentiment, c'est pas possible. Enfin, c'est un sentiment. Alors je lui dis bah écoute, tu as fait ton édito la semaine dernière sur justement la diplomatie israélienne. On sait qu'ils sont en paix avec l'Égypte, on sait qu'ils ont traité signé un traité de paix ici. On sait qu'ici, pour l'instant, ça ne bouge pas. Ici, ça va plus en tension. Mais voilà. Je lui dis donc tu peux me raconter. Il me dit oui, mais t'as pas de données, t'as pas de chiffres. Je lui dis mais si tu cartographies que ce qui est en données chiffrées, je ne crois pas que par exemple les chiffres de la Banque mondiale sur l'Érythrée soient vrais. Je pense que c'est pas parce que la Banque mondiale, qui est effectivement une grande institution, que le New York Times, qui est une grande institution, voilà, et c'est pas parce que c'est des grandes institutions qui se parlent entre elles que ça fait des bons chiffres. Donc ça, il faut toujours
un diplomate israélien raconte ça, quand le Premier ministre raconte ça, je suis capable de le cartographier. Donc je viens dire, c'est pas mon discours, je viens dire que c'est le discours qui a été rapporté ici. Donc on a toujours essayé, on essaie toujours à travers nos cartes aussi de raconter ce genre de choses. Et puis, peut-être je vous montre quel est notre point de départ, à quoi ça ressemble quand on commence. Alors là, on était à réciter cette carte, mais n'empêche que c'est toujours mon point de départ. C'est simplement petite recherche Google Earth, très efficace. Parce que c'est aussi, moi quand j'ai commencé la cartographie, Google Maps, ça n'existait pas. Donc à l'époque, on prenait un atlas et on regardait où c'était. Aujourd'hui, tout est géoréférencé, géolocalisé. C'est très facile et très parfait. Mais on verra que ça a ses limites aussi. Ici, on a envoyé nos rédacteurs et une de nos photographes à Nikolaïev. Donc, si vous situez, nous avons situé la Crimée, Odessa, Kherson. Ici, c'est toute la zone qui est occupée par les Russes. Et Nikolaïev. Nikolaïev, c'est une sorte de verrou qui est sur la route d'Odessa. Donc, on a eu très peur, les Ukrainiens ont eu très peur quand les Russes ont pris Kherson. Vous vous souvenez, le premier jour, ils passent tout de suite le Dniepr, et ils passent par Kherson. On a eu très peur qu'ils prennent Nikolaïev, et s'ils prenaient Nikolaïev, ils prenaient Odessa, et ils avaient toute la façade maritime. Donc Nikolaïev était un verrou. Et on racontait que Nikolaïev avait été pilonné comme Mariupol. Et donc nous, on voulait vérifier si c'était vrai, parce qu'il y a plein de journaux qui disaient ça, et on n'avait pas ce sentiment. Et quand nos rédacteurs sont partis sur le terrain, ils ont dit non, attention, il y a quelques bâtiments détruits, mais ça, c'est pas du tout Mariupol. C'est pas Mariupol rasé. Alors, comment on a travaillé? Donc ça, vous voyez, on a nos cartes de base, un petit feutre, et ça, c'est Emmanuel Grispan qui a fait une grande partie, qui a été un de nos grands journalistes qui va très très souvent en Ukraine. Donc là, il revient et il vient nous raconter ce qu'il a vu sur Nikolaïev. Et là, les journalistes qui écrivent, les grands reporters, ils savent raconter des histoires à l'écrit, mais ils ne sont pas cartographes. Donc il faut que je les fasse parler. Alors quand je les fais parler, je leur dis où est-ce que tu as dormi? Où est-ce que tu as mangé? Je pars de là, question toute basique. Et souvent ils disent là, on a eu. Il y avait un resto, il y a un resto d'ouvert. Oui, il y a encore des restos ouverts, d'accord, etc. Et puis, je dis, mais toi, t'as pris quelle route et quel sentiment t'avais sur cette route? Sur cette route-là, on a vraiment eu peur. Pourquoi vous avez eu peur? Parce qu'on nous disait que de l'autre côté, il y avait des Russes, qu'on n'était pas très sûr, etc. Et puis après, quand ils nous racontent ça, moi, en même temps, je peux regarder, il y a un site qui s'appelle LagUmap, où c'est un site participatif, où les gens viennent donner l'information eux-mêmes. C'est-à-dire des Ukrainiens disent eux-mêmes si la route elle est safe, si vous pouvez y aller en sécurité ou pas. Alors il faut faire attention, parce qu'évidemment, comme c'est une carte participative, et que les Ukrainiens sont très 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 bons dans tout ce qui est informatique, et bien des fois ils donnent des fausses informations, parce qu'on est quand même aussi sur un travail face à l'ennemi, et donc ils peuvent nous donner accès à des informations qui sont fausses. Donc ça, c'est toujours compliqué. Et donc avec Emmanuel, par exemple, on a regardé, on nous disait, est-ce que tu as emprunté cette route? En fait, ça nous a permis de voir si ce site-là, dans cette région-là, il était fiable ou pas. Si on pouvait l'utiliser ou pas. Alors c'était intéressant parce que dans le sud, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas l'utiliser. Et par contre, dans le nord, on avait Rémi Ourdan. Rémi Ourdan, il trouvait que c'était fiable. Donc, on avait, selon les régions, c'est que quand on croise ces deux informations-là, l'information de terrain et l'information qui peut être à distance, qu'on va se mettre à la cartographie ou pas. Et si on n'est pas sûr, on ne prend pas la donnée. Donc, en discutant avec lui, on regardait ce qu'on avait trouvé, nous, sur les différents réseaux sociaux, et lui nous confirmait, nous infirmait. Et puis, on lui dit, oui, alors tout le monde nous dit que ça a été ultra bombardé, est-ce que tu as ce sentiment-là? Il dit non, ça n'a rien à voir avec Mariupol,
il y a peut-être une dizaine d'impacts, on a vu sur une maison, etc. Alors, d'accord, ok. Là, il nous donne une information qui n'est pas cartographiable, il nous donne juste le sentiment. Est-ce que c'est rasé? Est-ce que c'est très criblé? Est-ce que, voilà. À nous d'aller trouver l'info qui correspond à ce qu'il nous dit et sans se tromper. Donc là, on a travaillé pour la première fois avec une société qui s'appelle Masae Analytic, qui est une société qui fait pas du tout, qui travaille avec des satellites, mais qui n'était pas du tout spécialiste de la guerre. Et ils sont venus nous voir en disant, bah voilà, nous on voudrait bien proposer, si vous voulez, de regarder à travers nos satellites, de faire des analyses de données satellitaires. Voilà. Donc on commence à les tester et on se dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire notre travail? Nous, en géographie, en cartographie, on fait de l'analyse satellite. Donc c'est assez facile de voir si c'est fiable ou si c'est pas fiable ce qu'ils nous proposaient. Et franchement, c'était des données qu'on n'avait pas vues ailleurs et qui étaient hyper intéressantes. Alors, les petits points jaunes, on va revenir dessus. C'est les impacts là où il y a eu des zones détériorées. Et ce qu'on nous livre, c'est ça. Alors, je vais vous raconter parce que là, vous allez me dire, oh, super. Ici, c'est un bâtiment qui est pris à une date, le 2 mars, et ça, c'est le même bâtiment qui est pris le 27 mars. Et vous voyez dessus des petites zones violettes, roses, jaunes, etc. Mais la difficulté qu'on a eue à travailler sur les images satellites au démarrage de la guerre, c'était qu'on était au printemps et que, enfin, février-mars, pas tout à fait le printemps, mais que en fait, le ciel était nuageux, donc on ne voyait pas tout. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé après sur des radars qui ne posaient pas de problème sur la question des nuages. Donc là, en fait, la photo, elle vous explique qu'il y a une anomalie et qu'il y a une différence entre la première image et la deuxième image. Alors une anomalie, il faut quand même récupérer l'image pour comprendre, parce qu'une anomalie, ça peut être tout. Par exemple, vous prenez une photo satellite du centre commercial Leclerc le dimanche soir, le samedi après-midi. Vous avez 200 véhicules sur le parking. Vous prenez la même image le dimanche, il n'y a plus de véhicules. Ils n'ont pas été détruits pour autant, simplement, et le centre commercial est fermé, et donc vous n'avez plus de véhicules. Donc, il enregistre une anomalie. Donc, vous êtes obligé de faire attention. Vous ne pouvez pas simplement dire « Ah, bah tiens, une anomalie, toc, je coche et c'est bon, ça a explosé ici ». Il faut, impact par impact, vérifier ce qu'on vous a donné comme information. Donc c'est ça c'est ce jeu-là qu'on joue pour analyser des images satellites. Et on revient sur cette image-là. On a vérifié tous les points. Donc en fait, comme vous ne les voyez pas beaucoup, donc c'est ces petits points-là, par exemple, on les a entourés de jaune pour que ce soit visible à l'écran ici. Et ensuite, on traduit en carte. Et pour que tout de suite vous ayez une image directe, on met un impact rouge sur la carte pour que vous puissiez comprendre que c'est que chaque point a nécessité un moment donné d'analyse. Ça, c'est les autres cartes dont on s'inspire pour comprendre les avancées des troupes. Et on croise 3 informations qui sont issues de 3 sites différents. Et on essaie de voir si les 3 matchs ou pas. Et eux, ils ont d'autres informations qui sont en lien avec les militaires. Et ça, c'est le travail que reçoit notre cartographe de la part. Vous savez, je vous ai dit, il y a des gens qui sont en recherche et des gens qui sont cartographiques. En fait, ça, c'est la carte. Ça, c'est la carte. Donc vous êtes content de ne pas avoir ça quand vous lisez le journal. Après, nos chercheurs essaient de devenir cartographes, donc ça donne ça. Et puis après, c'est publié comme ça dans le journal, avec la légende et la zone de Nikolaïev, etc. Puis on a fait un zoom à côté pour essayer de savoir où ça se situait. Et donc après tout ce travail, je vous fais une confidence. Le journal titre « Parce qu'il n'a pas de place, Kiev tente de reprendre la main face à Moscou ». Kiev, je lui dis « Mais c'est pas Kiev, c'est Nikolaïev ». Du coup, on n'a pas de place pour mettre l'Ukraine. Je dis « Oui, mais là le truc est la ligne directe, sachant qu'on est le 31 mars 2022 et que vous ne connaissez pas encore
tout gâché avec ton titre et j'ai pas gagné. Il faut savoir que tout ce qu'on a comme info, à part nos journalistes de terrain, elles vous sont accessibles. Il y a beaucoup de gens qui pensent que moi, je travaille avec le ministère des Affaires étrangères ou que je travaille, j'adorerais être une espionne, mais non, je vais vous décevoir tout de suite. Toutes les images satellites, c'est des satellites de base. Et on a accès à toutes ces images-là. Les satellites, les images satellites, elles nous reviennent de plus en plus vite maintenant et elles sont publiées en temps réel, donc c'est facile d'y avoir accès. Et si on avait le temps, je vous ferai la démonstration, on choisirait notre petit conflit ensemble et on chercherait l'information ensemble et on la trouverait ensemble sans que j'ai besoin de prendre des contacts X ou Y. On est dans un moment où il faut que tout soit transparent, que tout soit public, que l'on peut tous prendre des choses. Donc c'est pas évident parce que ça veut dire que vous avez pratiquement les mêmes yeux que l'armée au sol. Et je pense que de faire la guerre quand on est un général ukrainien ou russe, aujourd'hui c'est pas facile parce que on y voit, les journalistes y voient presque aussi clair que vous. Je vais vous donner l'exemple de Mariupol. Mariupol, il y a très peu de journalistes qui ont été à Mariupol au moment de la grande phase de Mariupol. Il y en a quelques-uns, mais nous en tout cas on n'avait personne. Et pour raconter Mariupol, on n'avait pas de photographes. On n'avait pas de gens sur place, mais par contre, on avait le fameux Mazaya analytique qui nous a expliqué qu'on pouvait avoir des yeux dans le ciel. Et ça a été pratique pour couvrir des moments où on pouvait savoir ce qui se passait en hauteur, mais on ne pouvait pas vraiment raconter au sol. Cette carte-là, on l'a faite pour faire la démonstration. On était dans un moment où il y avait un grand discours, on disait non, mais il y avait une partie de Russes, politiques français même, qui avait un discours qui disait que les Russes faisaient des attaques ciblées sur des zones stratégiques, des zones militaires, c'était que des avions, c'était que des zones où se trouvaient des militaires, etc., etc. Et donc on a décidé de cartographier la zone. Alors, en fait, tous les impacts, qu'ils soient jaunes ou rouges, sont des impacts de destruction. Là, vous voyez, c'est pas du tout la même chose qu'à Mykolaïev. On voit la densité des impacts. Et quand les impacts sont en jaune, c'est qu'on a déterminé que c'était une zone industrielle. Et quand les impacts sont en rouge, c'est que c'est une zone résidentielle. Et en gris, c'est un autre espace, soit un espace public, soit on n'avait pas réussi à définir. Donc, ce qui signifie que ce qui était visé n'était pas du tout que des espaces stratégiques. Et que les grandes zones résidentielles de Mariupol, elles ont été impactées de la même manière que les zones industrielles. Et donc ça, c'était important parce que c'était une manière de raconter Mariupol sans pouvoir avoir accès à Mariupol. Donc cette carte-là, elle a été très importante parce que c'était la première... les autres journaux, même les journaux étrangers, n'avaient pas. Donc ça a été une de nos grandes cartes, on en avait eu 35, mais c'était une de nos grandes cartes. Et donc voilà, et ces images satellites, on les a eues, mais parce qu'effectivement, on avait cette société qui nous permettait de lire très vite si l'impact il était réel, pas réel, etc. En dessous, j'avais pris la carte qu'on a faite pour le séisme. C'était un peu spectaculaire en termes de géographie physique. Et donc ça, c'est la carte qu'on a publiée au moment du séisme entre la Turquie et la Syrie. Et sur lequel, c'était, je crois, 2 jours après, ou quelque chose comme ça, où on a essayé de raconter que il y avait que c'était secousse sismique, réplique politique, c'était que en fait il y avait des zones où c'était extrêmement difficile d'aller porter de l'aide parce qu'il fallait, il n'y avait pas un état solide côté syrien et on voyait côté turc que c'était pas tout à fait pareil. Typiquement, voilà comment est-ce qu'on construit une carte. Donc déjà là c'est une zone sismique, donc le relief c'est important pour que vous puissiez comprendre. Donc là on hésite, on se dit est-ce qu'on prend un relief comme ça, est-ce qu'on prend un relief comme ça, est-ce qu'on prend comme ça. Voilà. Donc on a plusieurs choix de types de relief, mais il ne faut pas que le relief soit trop présent parce qu'il ne faut pas qu'il prenne le pas sur la zone sismique. Ensuite, on a commencé à dessiner des zones pour montrer la population. Donc en rouge, c'est les zones tenues par le gouvernement syrien, en jaune, c'est les zones tenues par
plutôt les Kurdes. En vert, on voit que les Turcs, ils ont passé la frontière syrienne, donc on voit un petit peu de vert de ce côté-là. Parce que vous savez que les Turcs tiennent une partie du nord de Syrien. Et puis en vert, on a mis la Turquie. Et là, notre problème, c'était que graphiquement, c'était que graphiquement, le séisme n'en voyait plus. Il était là, il était jaune, et c'était pas évident. Donc, on n'était pas content de ce qu'on avait fait. Donc, on est reparti sur nos zones, et on avait un problème parce que quand même, en gros, un séisme, c'est pas très grave s'il n'y a personne, mais ça devient grave s'il y a des habitations et de la population. Donc, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on raconte où est-ce qu'il y avait des gens. C'est ce que je vous disais à propos du désert, c'est important de savoir si c'est des déserts ou des zones urbaines, etc. Donc là-dessus, il se trouve qu'on a une couche, ce qu'on appelle un shapefile, une couche de population à des échelles très très fines, et ça c'est des choses qu'on a à notre disposition aisément, et on peut raconter par petits points. À chaque fois que vous avez un point, c'est là où vous avez la concentration de population. Donc ça c'est la Syrie, et vous voyez que ici c'est du désert, et que plus on est ici, et plus c'est des zones habitées. Donc on voit que là c'est très peuplé, très peuplé. Ici c'est le long du fleuve Euphrate, et le long de l'Euphrate, et ben là c'est plus peuplé que dans le désert. Et donc ça nous semblait intéressant. Sauf que cette couche, elle date d'il y a une dizaine d'années. Donc là, évidemment, les populations, elles ont bien bougé en Syrie depuis 10 ans. Et qu'il n'y a pas eu récemment de recensement de population en Syrie, comme vous l'imaginez. Donc, on a beaucoup hésité et on s'est dit, est-ce qu'on prend cette zone-là, où c'est les zones désertiques, pas désertiques, ou est-ce qu'on raconte et on prend ce qu'on imagine être les zones les plus peuplées, les plus densément peuplées, mais avec des données qui datent d'avant la guerre. C'était un choix qui n'était pas facile, et vous avez 2-3 heures pour trancher sur tout ça. Parce que ça, c'est une carte qu'on fait en une nuit, donc voilà, vous n'avez pas beaucoup de temps pour trancher. Et on a décidé de la garder. Donc si je vous remonte la première, on a gardé les zones en se disant qu'il fallait montrer que c'était la densité de population. On a décidé de passer tout le séisme en noir, c'était pas facile parce que tout se superpose. Et alors, on n'a pas la version web, mais sur la version internet, les couches, elles arrivent les unes après les autres, donc c'est plus facile de les lire que sur... Des fois c'est mieux le papier, puis des fois c'est mieux le web, ça dépend. Voilà. Donc voilà toute la problématique qu'on peut avoir quand on cartographie un événement comme un séisme, comme une guerre. La première limite, c'est que les cartographes aujourd'hui, ils ont... je ne sais pas si j'aurais même pu montrer sur Internet. Ils ont accès à des données ultra géolocalisées, ce qui signifie que, par exemple, je prends un exemple récent que j'ai eu à traiter. On m'a demandé de cartographier des terres rares dans le monde. Donc j'ai mon Google Earth géoréférencé, et puis j'ai ma couche de terres rares. Les terres rares, vous savez, c'est ces terres, ces métaux qui sont ultra stratégiques parce qu'ils permettent de faire des téléphones portables, etc., etc. Ces terres rares, elles ont un nom qui ne leur convient pas du tout parce qu'elles ne sont pas rares du tout. Au contraire, il y en a partout. Mais elles n'ont pas la même qualité. C'est un peu comme le bon vin et le mauvais vin. Il y a beaucoup de mauvais vins, puis il y a moins de très bons vins. Et donc, quand moi, mes cartographes, ils arrivent et ils prennent la couche des terres rares, ils me disent oh, regarde comme c'est génial, on a mis des terres rares et tout, on a une précision de localisation, personne n'a sorti cette carte. Et il y a 20 ans, évidemment, on ne sortait pas cette carte, puisqu'on n'avait pas une géolocalisation précise avec une coordonnée X et Y, etc. Et aujourd'hui, on a tout à dispo, mais on ne hiérarchise plus. C'est-à-dire qu'on considère que tout se vaut. Parce qu'on est tellement précis, c'est tellement génial d'être précis, qu'il vaut mieux être précis plutôt que de réfléchir. Donc je les dispute toujours un peu.
le pétrole que tu trouves dans le golfe arabo-persique n'a pas la même qualité que le pétrole que tu trouverais au large de la France. Parce que ça se saurait sinon. Donc, soit parce qu'il est visqueux et il n'est pas du tout facile à raffiner, donc c'est un pétrole qui coûte trop cher à gérer, soit parce qu'il est trop profond et qu'il faut que le cours du pétrole soit à plus de X dollars pour que ce soit rentable d'aller le chercher, et que donc de cartographier toutes les couches de pétrole ou de gaz sur la planète, ça n'a aucun sens si tu veux démontrer les zones stratégiques de certains lieux, parce qu'il y a des zones où il y a du pétrole mais on n'ira jamais le chercher. Donc ça, le défaut qu'on a aujourd'hui, c'est que comme on a beaucoup d'informations, eh bien on pose tout et on ne choisit plus. Et les anciens atlas, des fois je les rouvre et je me dis mais comment ils savaient que c'était déjà là, que c'était stratégique ou que ça ne l'était pas. Et ils ne faisaient pas beaucoup d'erreurs sur bien des choses. Alors, il y a des choses qu'ils ne cartographiaient pas à l'époque, mais parce que ce n'était pas le sujet. Mais sur bien des choses, la hiérarchie elle était meilleure que nous qui avons beaucoup d'informations. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Voilà. Et puis l'autre aspect qui n'a rien à voir avec ça, sur Google Earth, c'est que comme ils veulent se fâcher avec personne, et bien quand vous tournez, c'est intéressant, vous fassiez ça, vous tournez le globe sur Google Earth et vous allez aller regarder les noms. Donc par exemple, si vous prenez la mer du Japon et la mer de l'Est, c'est la même, sauf qu'elle n'a pas le même nom. Et elle n'a pas le même nom parce que les Japonais considèrent que c'est la mer du Japon, et puis les Coréens disent que c'est la mer de l'Est. Et quand vous êtes sur Google Earth, en fait, vous tournez, dès que vous êtes sur le Japon, boum, ça devient mer du Japon. Et puis dès que vous tournez un petit peu plus et que l'axe il arrive sur la Corée, hop, vous tombez sur la mer de l'Est. Or, c'est un enjeu géopolitique énorme. Pourquoi? Parce que quand les Coréens disent mais en fait ce nom il a été déterminé au moment où on a été colonisé par les Japonais. Et la colonisation japonaise elle n'est pas hyper zen. Donc ils n'ont pas un très bon souvenir. Donc ils ne veulent absolument pas, c'est un vrai combat politique pour faire reconnaître aux Nations Unies que cette mer ne s'appelle pas mer du Japon, mais qu'elle s'appelle mer de l'Est. Et nous, donc, si je prends les différents journaux, par exemple le Figaro met mer du Japon, les Échos, je crois qu'ils mettent mer du Japon, je me souviens plus. Et nous, on met mer du Japon / mer de l'Est. Et là, eh bien, assez souvent, nous avons une délégation soit coréenne, soit japonaise qui vient me voir en disant mais pourquoi vous avez mis le slash? Oui, le slash. Enfin bon, vous savez bien que cette mer s'appelle la mer du Japon. Vous savez bien que cette mer s'appelle la mer de Corée. Donc ça a un sens géopolitique de le dire ou de ne pas l'écrire. De la même manière, c'est pas la même chose de dire que ça s'appelle le golfe Persique ou que ça s'appelle le golfe arabique ou quand on ne veut pas prendre de problème, c'est le golfe arabo-persique. Mais en fait, moi je pensais qu'en mettant ça, on n'avait pas de problème. Et bien en fait, on a tout. D'ailleurs, le service international du journal Le Monde, qui est au-dessus, juste au-dessus de ma tête, est arrivé il y a, je ne sais plus, c'était 5-6 ans, en disant attends, Delphine, t'arrêtes avec tes trucs là, d'arabo-persique, machin, j'en ai marre, j'arrive pas à obtenir mon visa. Pour les je dis, attendez, vous l'écrivez dans tous vos papiers, et puis moi j'ai pas le droit d'écrire une carte. Il me fait, tu veux mes golf, je veux ni arabique, ni persique, je veux avoir mon visa à la fin du mois. Et voilà, donc les noms ils ont un sens, et ça sur le Google Earth, c'est pas traité, ça reste une entreprise américaine, et il faut donc ce qui est géré, c'est pas le Google Earth ne sont pas les Nations Unies, quoi. Le monde que vous avez montré du 24 février 2022, en fait, c'est celui qui est paru le mardi matin. Oui, c'est ça. D'accord. Il est toujours daté, du médium. Donc vous n'aviez pas 24 heures de retard. Oui, c'était pendant la nuit, en fait. Le journal du 23, c'était bien celui qui a suivi immédiatement la nuit du 22. Oui, bonjour. Moi, je veux savoir comment vous choisissez le thème d'une carte. Est-ce que c'est juste l'événement, c'est une commande, ou c'est le cartographe qui choisit? Alors, les deux, mon capitaine. Choisir une carte, c'est exactement comme si on choisissait de faire ou pas faire un article. Donc, c'est l'actu qui nous guide.
Cette actu, elle est guidée par plusieurs réflexes qui sont bons ou pas, mais c'est un choix. Ça veut dire qu'il n'y a rien de neutre dans le fait de faire une carte, de la proposer ou de la pas la faire. Par exemple, je pense qu'on a traité à juste titre énormément l'Ukraine et que pas très loin il y a un autre conflit qui se passe au Haut-Karabakh et j'ai dû le traiter une fois cette année et alors qu'il a toute son importance aussi stratégique et donc là on fait un choix qui est effectivement de couvrir éventuellement cette guerre qui a un impact vous avez vu, vous avez plus de Doliprane parce que les bouteilles sont fabriquées en Ukraine, tout était fabriqué en Ukraine, c'est possible. Et donc, effectivement, on fait un choix de la même manière, c'est un choix éditorial. On ne peut pas tout couvrir, on ne peut pas envoyer quelqu'un partout, on ne peut pas envoyer une personne partout. Et donc, c'est vrai qu'il y a des zones géographiques qui vont être plus traitées que d'autres, souvent parce qu'elles vont avoir un impact sur nous. Ça, c'est un des arguments forts, c'est que si on traite, c'est le fameux mort kilométrique. Plus le kilomètre est proche de nous et plus on se sent concerné. Donc ça, c'est des choix qui sont pas forcément toujours à la hauteur de la situation qui se passe. C'est-à-dire que quand on surtraite Taïwan, c'est parce qu'on sait que l'impact que peut avoir une potentielle invasion de la Chine sur Taïwan fait que on engage les Américains, on engage probablement l'OTAN, donc on s'engage, donc ça c'est pas neutre. Voilà, c'est plus loin, mais en termes de kilomètres, par rapport à l'OTAN, c'est tout près. Donc il y a des choix qui sont faits comme ça. Il y a des choses qui nous viennent tout de suite à l'esprit où on se dit là il faut faire une carte, où on comprendra mieux en carte. On comprendra mieux en photo. Moi, je travaille très souvent avec... je suis en concurrence avec le service photo. C'est-à-dire que soit c'est une photo, soit c'est une carte qui passe. Donc on pourrait être en conflit de territoire. Mais on n'est jamais, parce qu'en fait, quand Nicolas Gimenez, qui est le responsable du service photo, quand il me dit « Attends, j'ai un reportage à Mykolaïev ou à Kherson », et je sais les risques que c'est d'aller faire ce reportage-là, je me dis, bon, bah écoute, ma carte, je la passe le lendemain ou le surlendemain, je trouverai un nouveau moment pour la passer. Après, c'est moins difficile depuis qu'il y a le web, parce qu'on a on a beaucoup plus de place. Avant, c'était vraiment un choix, et il y a encore, quand moi je suis arrivée au journal, on avait encore des impressions qui étaient en noir et blanc. Et les pages n'étaient en couleur que s'il y avait une pub dedans. Donc on se battait avec la photo pour dire oh là c'est la page couleur parce qu'il y a la pub, mais en même temps tu tapais dans la pub, donc esthétiquement c'était pas génial. Aujourd'hui, en fait, on n'a plus de choix de place à faire, mais donc les choix ils sont parfois plus difficiles parce qu'on a envie de tout faire. Ou on a envie d'avoir plus de place, ou les rédacteurs me disent oh, mais moi j'ai pas envie de faire 5000 signes, je voudrais faire je sais pas 20 000 signes. Mais on sait très bien que le lecteur, en fait, au bout de 6 000, il en a un bon, il a envie de passer sur un autre. Déjà, s'il a le temps de les lire, c'est bien. Donc, c'est vrai que le web est venu un peu bousculer la hiérarchie, mais pas tant que ça, en fait. Je ne sais pas si je réponds. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'est vrai qu'on se rendait, enfin, en tout cas, moi, je ne me rendais pas forcément compte de toutes les infos qu'on pouvait faire passer dans ces cartes. Alors, du coup, je me pose la question de l'objectivité, forcément, par rapport à ces cartes que vous faites. Est-ce que vous avez des débats en interne comment ça se passe pour juger par vous-même si effectivement la façon dont vous représentez les choses est objective par rapport à tout ce que vous faites? Enfin, en fait, on se pose les mêmes problèmes que les photographes ou que les rédacteurs. Quand ils utilisent un terme, ils n'utilisent pas un autre terme. Nous, on a moins de possibilités de nuances qu'à l'écrit. Alors on arrive avec le flou de temps en temps, de dire bon bah la zone elle est un peu là, etc. Mais donc à chaque fois qu'on dessine quelque chose sur une carte, c'est presque un slogan. Donc il faut faire attention parce que ça a une force de représentation qui est aussi forte qu'une photo qui vous prend au trip et qui reste plus longtemps à l'esprit, même des années, qu'un long texte. Une carte, si elle est très frappante, elle peut faire du mal aussi.
Et d'ailleurs, la manipulation cartographique, c'est quelque chose que tous les États font. Et nous, on doit essayer de faire en sorte de donner... moi, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui me permet de réfléchir, qu'est-ce qui me permet de comprendre une situation, quelles sont les données qui vont me permettre de comprendre cette situation. Mais c'est autant dans la donnée que je me pose la question que dans la couleur choisie. Ça paraît... Mais quand vous voyez, quand je mets la Russie dans un gros saumon, c'est pas neutre. Alors évidemment, en face, il me faut une couleur chaude et une couleur froide pour montrer un affrontement, que c'est plus facile de mettre la Russie. Alors je ne l'ai pas mise en rouge communiste parce que ça n'aurait pas de sens, donc je descends un peu la couleur, mais j'avais envie de manière pas neutre de reproduire ce conflit guerre froide, de redonner cette ambiance guerre froide. Parce qu'il y a une réalité, l'OTAN elle n'est que ça, et que le drapeau de l'OTAN il est bleu, donc voilà, mais le choix de la couleur, il indique un positionnement. Par exemple, des fois je fais attention à pas mettre l'État islamique. J'ai choisi de ne pas le mettre en vert parce que les musulmans ils sont en vert et que je ne veux pas qu'on associe vert, musulman, terrorisme. Donc l'État islamique il a souvent été dans une autre couleur que le vert. Donc tout ça, ces choix-là, c'est important si, par exemple, la couleur de Macron aux élections, Macron il n'a pas de couleur. Quand il arrive au pouvoir, quand il se présente à l'élection, au début d'abord il ne fait pas partie du paysage politique vraiment, on regarde, on ne se dit pas que c'est lui qui va arriver. Et puis et les autres journaux, c'est pareil, en plus ils disaient pas ni de gauche ni de droite, ils disaient et de gauche et de droite. Alors attends, si je mets du rose et du bleu, ça fait du violet. Ah, c'est pas mal le violet. Sauf que sur une carte, si vous faites une montée de couleurs pour pouvoir dire il y a 10% de personnes qui ont voté Macron, 20%, 30%, 40%, et puis vous mettez un bleu, en fait, je vais retrouver la même couleur. Et si je mets un rose, je vais perdre tout le monde. Donc le violet, il tranche pas. Et donc j'ai regardé toute la panoplie de couleurs et c'était vachement utilisé déjà, il ne restait plus grand chose. Et donc il y a des journaux qui ont fait le choix de mettre en gris. Sauf que pour moi, le gris, c'est justement pas de couleur politique. Sauf qu'en général, en gris, je représente l'abstention en gris. Donc on a réfléchi, et la couleur qui n'existait pas dans la gamme politique, c'était le jaune. Alors, tout ça, c'était avant les gilets jaunes, hein, je vous promets que... donc quand on a choisi cette couleur, on s'est dit... c'était compliqué parce qu'on voulait que ça tranche. On disait, c'est un espèce d'ovni politique, il arrive en 2017, il se présente, il a un programme, enfin il a une dynamique, un dynamisme qui est différent, etc. Et il faut voir comment on raconte cette histoire-là. Donc on a choisi de le mettre en jaune. J'avais fait toutes les couleurs de Macron, selon les différents journaux, les BFM TV, etc. Et donc il y avait vraiment toutes les couleurs, toutes les couleurs possibles. Et donc on s'est retrouvés à faire des tests de couleurs. Et donc c'est pas anodin, rien n'est neutre sur une carte. Et tout est extrêmement choisi. Donc si il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, on peut en discuter, parce que j'ai pas fait ça au hasard. Et la couleur de Macron, il y a le directeur de la rédaction qui est venu pour en discuter, il y a le chef du service France, moi j'étais avec l'une des personnes avec qui je travaille beaucoup sur les élections, je crois qu'on était 7 ou 8 dans la salle, on a projeté des cartes, on a fait des tests. Est-ce que le jaune et le bleu ça marche? Est-ce que le jaune et le rose ça marche? Est-ce que si on y a un duel PS, Macron, etc., qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors on avait envisagé Macron-Le Pen, on l'avait envisagé, et il se trouve que, pareil, Marine Le Pen, beaucoup de gens la mettent en bleu marine, et dans mon choix, je ne voulais pas la mettre dans une couleur qui donne l'impression que c'est une montée de couleurs. Vous savez, une montée de couleurs, enfin bleu ciel, bleu foncé, etc., quand on fait qu'un parti. Et donc Marine Le Pen serait arrivée comme si c'était une couleur foncée par rapport à la droite. Et puis quand c'est les élections, il n'y a pas qu'une droite. Hein. Il y a la droite souverainiste, la droite conservatrice, etc. Donc il y a
pratiquement 4 ou 5 bleus différents. Donc mettre Marine Le Pen en bleu, c'était aussi la noyer, alors qu'on savait qu'il ne fallait pas la noyer. Et donc on a choisi de la mettre dans un taupe, qui fait parler, parce que plein de gens ont dit « Ah, mais vous l'associez à du brun », etc. Donc voilà, selon l'impression, c'est pas tout à fait taupe, voilà, il y a eu un débat là-dessus, mais qui permettait de trancher parce que c'était pas pareil que la droite. Et que Macron n'était pas pareil que la gauche, et que la gauche, il y avait déjà du rouge et du rose qu'on s'est associé, le vert des écolos, et puis il y avait aussi Marine Le Pen, elle avait son slogan qui était bleu marine, le bleu marine. Donc ça voulait dire aussi qu'on allait dans son sens sur ça, donc mais c'est discutable parce que les verts écolos c'est pareil, hein, donc pas toujours très à l'aise. Mais donc on a une gamme de couleurs, on a tout le spectre, et quand on a été critiqué, je leur disais mais proposez-moi une couleur, cherchez-la, et alors il y a des gens qui nous ont dit pourquoi vous n'utilisez pas le orange, et on disait mais attention, c'est pas tout à fait, c'est pas comme ça qu'il se présente dans le monde, peut-être que c'était le modèle, exactement, donc on était un peu embêtés, voilà. Et cette couleur jaune, elle est restée, et je rêve que d'une seule chose, c'est parce que les autres journaux ont utilisé le jaune maintenant. Et je rêve qu'une seule chose, c'est d'aller demander à Emmanuel Macron, alors le jaune, comment ça se passe comme couleur? Donc, voilà. Et le drame de notre carte, c'est que ça fait 2 élections, on représente des couleurs, si vous vous souvenez. Bref, on est sur du jaune et du marron. Et le jaune et le marron, c'est aussi une déclinaison, le jaune peut être une déclinaison du marron. Donc alors on a monté le marron vers le rouge, on a refroidi le jaune. Enfin, voilà. Mais pour vous dire que on est tout ce qu'on met sur la carte, il n'y a rien qui est neutre. Tout est réfléchi, tout est. Je ne sais pas si j'ai raison. Mais en tout cas, c'est critiquable parce que c'est un choix, et je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas le droit de vous répondre en disant je fais ça comme ça. Bonsoir, merci beaucoup, c'est passionnant. J'avais une question, vous avez parlé de cartographie, de technique, mais vous aviez aussi la technique de l'infographie. Est-ce que ça nécessite des compétences différentes dans vos équipes? Quels sont les messages différents que vous passez avec l'infographie? Parce que finalement, vous utilisez ces 2 outils-là. Oui, d'abord, c'est des compétences différentes. Parce que il faut savoir dessiner des graphiques. Dessiner des graphiques, c'est... Alors, il y a le fameux camembert, ça fait la portée de tout le monde, la courbe qui monte et qui descend. Donc, des fois, les choses ne sont pas territorialisées, et par contre, elles se racontent dans l'histoire. C'est le cas de l'OTAN. Donc, on ne se prive jamais de rien. Voilà. Mais c'est un autre métier, ça s'appelle infographiste. Et les infographistes, ils sont plus sur de la donnée qui n'est pas territorialisée. Et s'ajoute dans mon secteur, enfin en tout cas dans la manière dont j'ai voulu construire ce service, des illustrateurs scientifiques. Et donc, je suis désolée pour eux, ils vont en vouloir, mais ils font des illustrations, par exemple, qui peuvent raconter, ils savent faire un écorché pour savoir ce qui se passe dans le cœur, où ça monte, où ça descend, et en plus ils parlent le scientifique. Et donc c'est tout dans le monde, c'est toutes les pages que vous voyez dans le cahier sciences. Là dernièrement, alors souvent on fait, ces 2 filles, elles dessinent les avancées scientifiques diverses et variées. Pendant le Covid, elles ont raconté l'impact du Covid sur les artères, sur les poumons, etc. Que je place vachement bien, vous avez vu. Et donc, qu'est-ce que c'était que l'ARN messager, voilà, donc elles ont décortiqué des choses. Et là, dernièrement, on a fait une combinaison qui était assez intéressante, où elles ont dessiné, je ne l'ai pas, elles ont dessiné, je leur ai fait faire des BD cartographiques. C'est-à-dire, j'ai utilisé le cartographe pour raconter les lieux de localisation, et elles ont dessiné des personnages. Et ça, c'était pour raconter la guerre au Soudan. Quand je suis arrivée sur le conflit au Soudan, où j'étais pas trop nulle, parce que j'avais déjà fait la partition du Soudan il y a quelques années, quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait les Métis, qu'il y avait 2
personnages, etc. Je ne comprenais pas d'où ils venaient. Je me disais, mais comment je vais raconter ça au lecteur? Comment est-ce qu'on peut appréhender ces 25 dernières années de déstabilisation du Soudan? Comment est-ce que je les attrape pour leur dire c'est hyper compliqué, mais il faut que vous compreniez parce qu'en fait, le Soudan, c'est très très stratégique. Et si c'est déstabilisé, c'est pas simplement le Soudan qui est déstabilisé, c'est l'Égypte, c'est la mer Rouge, c'est la Méditerranée, etc. Donc c'est pas anodin. Et je me dis, j'ai deux personnages en face de moi qui sont pas hyper sympas. Et il faut que je raconte comment ces gens s'affrontent, voilà. Et je me dis, non, en fait, il faut que je parte d'un seul personnage. Enfin, c'est pas un personnage, hein, donc je suis partie d'Emity, et je me suis dit, je vais raconter. Enfin, en fait, je lis son histoire, et je me dis, mais c'est pas possible, ce type, ça fait 25 ans qu'il est dans tous les coups foireux de. C'est filmé. Dans tous les mauvais coups du Soudan, depuis le Darfour, en passant par la partition, en allant jusqu'au Yémen, etc. Et je me dis, il faut le dessiner. Il faut le raconter en dessin. Et tous ces grands moments de vie sont attachés à des morceaux de territoire du Soudan. Et donc on a mêlé à la fois cartographie, BD, parce qu'on a fait une BD, des cases de BD. Donc j'ai appris aussi, je me suis dit, tiens, comment on fabrique une BD? J'avais jamais fait ça. Et elles ont dessiné les personnages. Si vous avez l'occasion de le taper pour aller regarder dans le journal, franchement, on a eu énormément de retours positifs qui ont dit je comprenais rien à la guerre au Soudan, et en une page de BD, j'ai à la fois compris le territoire, à la fois compris un bonhomme, et à la fois des trajectoires, une trajectoire de vie et une trajectoire d'histoire d'un pays. Donc c'est pas bien de ma part de ne pas avoir montré ce qu'a fait le service en illustration, mais ils sont très très forts, ils vont très vite et ils dessinent des choses très fines, ça va du graphique à de la BD, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce que ce que vous nous racontez là ne peut pas apparaître dans le journal? Parce que je trouve que ce serait extrêmement intéressant de comprendre ce cheminement. Oui. Alors, le jaune Macron, on l'a raconté. Parce qu'il y a justement, à un moment donné, on l'a raconté sur le site internet, où on nous disait, on faisait le making-of des élections, et on nous avait dit, il y avait des lecteurs qui posaient la question, mais pourquoi vous avez mis Macron en jaune? Et donc on a raconté qu'on s'était posé la question, les va-et-vient, on a montré avec des slides ce que faisaient les autres, enfin, donc on le fait de temps en temps, quand on a le temps, on fait les dessous des cartes. Un peu, est-ce que l'analyse des cartes faisait prévoir, si l'autre ne marche plus, faisait prévoir que ça allait arriver, pourquoi ça allait arriver, comment ça allait arriver, et notamment à quel moment ça allait arriver, en sachant que ça a deux conséquences sur la centrale nucléaire qui est en amont et les champs et les villes qui sont en aval. Sachez que c'est le sujet de ma chronique demain matin sur France Culture à 8h30. Alors, il y a de ça, oui, c'était prévisible. C'était pas du tout une surprise pour nous. D'ailleurs, c'était pas si on a bien suivi l'actualité, c'était quelque chose qui était déjà raconté. En fait, nous, on a dessiné, on a fait un grand morceau, ça aussi, ça fait partie d'un peu des grands morceaux qu'on a fait dans le journal cette année, où on n'a pas utilisé un drone, mais on a utilisé de la 3D pour remonter le fleuve Dniepr, et on montrait tous les enjeux, toutes les zones stratégiques du fleuve Dniepr. Donc ça fait un peu comme si vous étiez dans un drone et que vous survoliez depuis la mer Noire, vous remontez le fleuve et on voyait d'un côté les Russes, d'un côté les Ukrainiens, on voyait la russe le premier soir qui traverse le Dniepr à la hauteur du pont de Kherson, et puis quelques mois plus tard leur retrait sur l'Autrive et la manière dont le fleuve, parce qu'on posait la question, est-ce que ce fleuve va devenir une frontière? Et quand on remontait, on avait parlé donc du barrage, de la centrale, et on disait que si on le montrait en carte, si le barrage sautait, on avait simulé l'inondation que ça provoquerait. Donc le jour de l'inondation, le jour où ça, lundi, dans la nuit de lundi à mardi matin, on a montré en carte en
disant bien sur le site, que c'était une simulation que les Ukrainiens avaient projetée en cas de rupture du barrage. Mais c'est un truc que nous aussi on fait quand on dit la Seine va monter, la crue centenale, etc., millénaire. Donc on s'était basé là-dessus, sur ce scénario-là. Et une journée après, on a récupéré les données pour faire la véritable inondation. Et aujourd'hui, on a cartographié comment, en fait, les inondations sont une nouvelle stratégie des Russes pour continuer la guerre. Et pour répondre à votre question, est-ce que c'était prévisible? Oui, parce qu'en octobre 2022, Zelensky déclare que les Russes se sont introduits dans la centrale et ont miné tout le bas, dans le barrage, et ont miné tout le bas du barrage, et que quand ils auront envie, ils pourront le faire exploser. Donc c'est pour ça que quand en fait ils se sont renvoyés là-bas en disant c'est Kiev, c'est voilà, en fait on savait que c'était les Russes qui tenaient le barrage et qui avaient eu la capacité de miner. Après, est-ce que il y a eu voilà, ça se bat dans ma région, est-ce qu'ils ont volontairement voulu le faire sauter à ce moment-là? Est-ce que c'est sauté parce qu'on était dans un remplissage, j'ai pas le détail, mais ils ont l'air de dire que quand même les relevés sismiques ont l'air de dire qu'il y a eu explosion puis explosion. Donc c'est pas du tout nouveau. En 1941, Staline, pour arrêter les nazis, fait sauter Zaporijjia pour inonder et limiter l'arrivée des nazis. Il fait entre 20 et 100 000 morts ukrainiens qui meurent dans la stratégie pour arrêter l'avancée nazie. Si on reprend, par exemple, pour vous dire à quel point c'est important et que c'est une vraie stratégie militaire, le terme géopolitique, il est revenu au goût du jour parce que il y a un monsieur qui m'a formé à la géopolitique qui s'appelle monsieur Yves Lacoste et qui a raconté comment les Américains tapaient sur les digues au Vietnam, non pas pour les faire sauter, mais pour les fragiliser. C'était pas eux directement qui faisaient sauter, mais la saison d'après, ça sautait. Et donc il y a un édito du Monde qui dit, voilà, les Américains qui avaient rencontré Lacoste, et le journaliste en question, dont je ne me souviens pas le nom, finit son édito en disant c'est de la géopolitique. C'est-à-dire, c'est utiliser du territoire à des fins militaires, stratégiques. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est de ce terme-là que Yves Lacoste a remis au bout du jour le terme géopolitique, et c'est pour ça qu'on l'utilise depuis 10 ans. Mais il y a 10 ans, on aurait utilisé le terme relations internationales. On n'aurait jamais utilisé le terme géopolitique. Donc l'eau, oui, ça a toujours été... en fait, ce qu'on sait, c'est que... Alors, je vais vous faire des dessins, on avait dit paperboard. Donc si vous avez... Je vais en bon sens. Si vous avez le Dniepr, il fait ça. Là, le barrage est ici, donc c'est le barrage qui a sauté, et ça s'est écoulé dans le sens du Dniepr. Ce qu'on sait, c'est que les Ukrainiens, ils peuvent passer, en gros, à la hauteur de Zaporijjia. Et leur idée, c'est de foncer tout droit pour aller prendre Métilopol et essayer de reconquérir la Crimée, ou en tout cas d'isoler la Crimée. Parce qu'une fois qu'on isole la Crimée, on isole la mer Noire, etc., etc. Donc leur grande... ce qu'on sait, je sais pas, comme je dis souvent, je suis cartographe, pas cartomancienne, donc je ne sais pas tout, mais ce qu'on raconte, c'est ça. Et on voit, dans la carte qu'on a produite ce matin, on voit qu'il y a 2 petites rivières, et que les photos satellites montrent que ces rivières, elles ont artificiellement gonflé. Et elles ont artificiellement gonflé, c'est des rivières qui se trouvent en territoire occupé par les Russes, et elles ont artificiellement gonflé parce qu'on pense que les Russes veulent les lâcher, les faire sauter quelque part quelque chose qui va faire une zone inondable et qui va empêcher les Ukrainiens de descendre plus bas. Donc effectivement, on est plutôt dans une stratégie défensive que dans une stratégie offensive, parce qu'ils sont en train d'essayer de limiter
arriver sur la Crimée. Si les Ukrainiens récupèrent la Crimée, bon, déjà ça va être compliqué, mais s'ils récupèrent des bases militaires, des bateaux, voilà, et puis d'un point de vue psychologique, la Crimée, pour les Russes, quand on parle de représentation du territoire, il se raconte assez Catherine II, qui a un dos comme ça, mais ouais. Donc effectivement, en tout cas, pour le coup, les rivières, l'Ukraine, c'est plein de petites rivières, c'est plein de petits cours d'eau. On met toujours le Dniepr comme s'il y avait qu'un seul. C'est vraiment, c'est rempli de petites, de petites rivières. On voit très bien. C'est dommage, je l'ai pas là. Est-ce que la représentation de l'histoire, vous avez fait quelques exemples tout à l'heure, mais il y a une autre problématique, j'imagine, pour représenter quelle était la problématique il y a 20 ans, il y a 50 ans, etc. Quels sont les... En gros, j'ai mis la Crimée actuelle, avec l'offensive, ce qui est tenu, le blocus russe. Et puis, j'ai fait 3 petites cartes à 3 moments historiques qui permettent de comprendre pourquoi les Ukrainiens estiment que c'est à eux et pourquoi les Russes estiment que c'est à eux. Et on fait des petites cartes avec la date, tout simplement, mais c'est très efficace parce que tout d'un coup, en un coup d'œil, on dit « Ah, c'est ça qui se raconte comme histoire. Ah, c'est ça qui... » Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises histoires, ça veut dire que c'est ça qui s'appuie. C'est la fameuse montrer la subjectivité et pas avec des faits, mais en tout cas, chacun a sa subjectivité. Question, est-ce qu'il y a une différence dans le métier de cartographe d'information géopolitique qui va donner une information, du sens, quelque chose de palpable, vous l'avez dit vous-même, pas forcément très objectif, et le métier de cartographe tel que l'apprend à l'école, avec une représentation un peu plus historique, très marché sur la donnée, etc. Alors, il y a plein de métiers de cartographe. Alors avec l'école, on n'est pas si loin, parce que d'abord, pour le coup, on a de la chance, parce que les livres scolaires viennent souvent récupérer nos cartes. Donc ça, on aime bien quand on fournit un peu aussi l'éducation nationale. Les profs, ils sont très friands des cartes du monde. Elles sont souvent un peu plus allégées. Mais ils sont dans la même démarche que nous, parce que quand vous passez, je ne sais pas je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, s'ils ont passé le bac il n'y a pas très longtemps, des fois la question de géographie, elle était basée sur une carte et on leur demandait de faire une démonstration avec une articulation en 3 parties, des petits points, des machins, des trucs, etc. pour dire... donc je pense que les lycéens, ils savent lire nos cartes parce qu'ils en ont appris sous cette forme-là. Mais ça peut être aussi tout simplement, vous êtes publicitaire et vous voulez savoir où vous allez mettre votre panneau publicitaire, et donc vous prenez une carte pour savoir s'il y a une école ici. Vous dites, ah, s'il y a une école ici, qu'il y en a une autre là, il y a tant de gamins qui vont passer devant mon panneau publicitaire, bon, je vais plutôt mettre des publicités, peut-être que mes publicités pour Noël, je vais les mettre ici, de jouets. Si il y a un garagiste, une zone industrielle, etc., je vais peut-être mettre une pub de voiture, je ne sais rien, je vous dis. Et ça peut être un métier de cartographe, de savoir faire de l'analyse de données spatiales pour déterminer des zones de passage, de fréquentation. Mais vous avez aussi l'IGN qui fait des cartes qui sont, donc on va dire qu'elles sont objectives et neutres, mais évidemment c'est pas du tout vrai, parce que quand vous mettez le monde sur un format A4, même si c'est une grande carte qui se déplie, vous allez forcément faire un choix, vous allez oublier le champ de machin, la petite haie de truc, et que vous allez donc faire un choix parce que vous avez mis que le chemin de grande randonnée, l'autoroute, le point d'eau, et vous n'avez pas été au-delà. Donc peu importe le métier, de toute façon c'est un métier de choix, donc il n'y a pas de carte neutre ou objective, c'est que des choix, puisqu'on ne peut pas tout mettre. Si on met tout, ça devient le chef-d'œuvre inconnu, et puis c'est bien chef-d'œuvre. Donc voilà, après il y a plein de métiers, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi ça ne me vient pas à l'esprit, parce que, mais les cartographes, par exemple dans une promo de cartographe de vin, il y en a un qui va en édition, c'est-à-dire
soit du journalisme, soit des cartes scolaires, pour 19 autres qui vont aller travailler chez Thales, chez Safran, chez Total, à la RATP, Réseau Ferré de France. Enfin, voilà, c'est totalement différent, quoi. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien, mais en fait c'est très large. Mais moi, ce que j'aimais, c'était raconter des histoires, alors c'était plus ça. Et on a un système maintenant, hein, ça date d'il y a seulement 5-6 ans, mais donc il y a des projections, vous savez, cartographiques, quand voilà, il y a un exercice qu'on fait faire des fois en conférence, on arrive avec des mandarines, et puis on leur dit, bon bah vous prenez la mandarine et chacun l'ouvre comme il veut. Alors, il y a celui qui va l'ouvrir comme ça, bref, ça donne des projections, c'est-à-dire quand vous mettez votre clémentine à plat, et ben, on peut, voilà, la forme est différente, mais elle est toujours vraie, si on a déplacé un globe à plat. Donc les projections qu'on va utiliser, les projections, elles vont toujours être dans une réalité, mais le premier mensonge cartographique qu'on fait, c'est qu'on met un globe qui se trouve à plat. Mais quand on fait, par exemple, quand on projette la Russie, des fois je la mets sur un globe parce que j'ai besoin de voir, ce qui m'intéresse c'est presque la rotondité, parce que j'ai envie de voir par exemple ma mer Noire devant, j'ai envie de voir la Russie qui est trop loin, donc si je la mets en rond, j'arrive à voir derrière, donc toutes les points sont géolocalisés et ont une référence, il y a une échelle qui correspond, qui peut être aussi une échelle qui n'est pas forcément droite, si on est en ISO, mais la projection que je vais choisir, l'orientation que je vais choisir, la déformation que je vais choisir, elle a un sens aussi. C'est-à-dire, c'est pas la même histoire si vous montrez que la mer Noire ou si vous montrez la mer Noire et la Russie derrière. Ça vous donne une ambiance, quoi. Ok, d'accord, okay, c'est pas si loin que ça. Donc par exemple, tout bête, j'ai cartographié il n'y a pas très longtemps l'Alaska. Et l'Alaska, sur nos cartes européano-centrées, c'est très très loin des États-Unis, la Russie. En fait, si vous zoomez sur l'Alaska, il y a 2 îles, et les 2 îles, elles sont à 4 km d'écart, et quand c'est englacé, on peut aller de la Russie aux États-Unis à pied. Donc ça, le fait d'avoir cette capacité de jouer sur le globe et de l'ouvrir, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 10 ans, en fait, on donne de nouvelles perspectives sur les planisphères. Avant, vous aviez 4-5 choix de projection de planisphère. Donc maintenant, on peut beaucoup plus jouer et c'est sympa. Enfin, des fois, je me découvre, je me dis, ah bon, c'est si près que ça. Quand je le fais tourner, je me rends compte du truc. Ah ouais, pourtant, je le connais. Hein. Je le connais, on fait des jeux où des fois, on met rien sur la carte, on retourne le pays, on dit c'est lequel. On retourne à Moldavie. Ouais, c'est ça. C'est une cartographe, hein, c'est limité. Hein. Par exemple, typiquement, je suis en train de dessiner l'axe du Nil, et je trouve que c'est complètement illogique de dire les sources du Nil, par exemple, voilà, le Soudan ou le Rwanda, les sources du Nil, et mettre les sources en bas. Maintenant, j'ai retourné la carte et je le mets dans le bon sens. Ou pas. Mais je me dis, c'est plus facile pour les gens de voir qu'ils coulent dans ce sens-là plutôt que de leur expliquer que les sources du Nil, le Nil coule dans l'autre sens. Donc ça m'arrive. Mais après, je l'ai déjà faite celle-là, je suis en train de la refaire. Et j'ai eu des gens au journal, quand j'ai imprimé, qui me le retournent. Qui me disent. Je dis non, regarde-le comme ça. Ouais. Donc on est très. On est assez libre. Mais c'est parce qu'aussi on a dans le service, j'ai des cartographes, heureusement ils ne le savent pas, mais avec un talent de dingue, on peut leur faire faire beaucoup de choses. Mais ils ne le savent pas, alors ça. Voilà. Bien, on va peut-être arrêter là, je vous remercie vraiment.